parler ce soir d'électronique durable et on va en parler d'une manière ludique à travers un jeu qui a été développé par le projet Need for IoT, qui est un projet IDEX de l'Université Grenoble-Alpes et de l'IRT Nanoelec. Ce jeu s'appelle MyIoT, c'est un jeu sérieux de découverte. Il est le support de sessions interactives avec des étudiants et des professionnels qui sont impliqués dans la conception électronique. Le but du jeu, c'est de sensibiliser aux enjeux de l'électronique durable et d'initier d'une manière simple, créative et engageante une évolution de la réflexion sur les impacts de l'industrie microélectronique. Ce jeu invite les participants à construire ensemble leur vision de l'industrie et à explorer de manière ludique chaque étape de la vie d'un smartphone dans le but d'en réduire l'empreinte environnementale. Voilà, alors je m'adresse aux personnes qui nous écoutent. Si vous voulez poser des questions à nos invités au cours de la session, c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation qui est en bas à droite de votre menu, de votre écran. Voilà, donc vous pouvez les poser, puis les invités y répondront au fil de la séance. Donc, il est temps pour moi maintenant de présenter nos invités. Il s'agit de Laetitia Thomas, qui est ingénieure pédagogique à l'Université Grenoble-Alpes. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Et de Thierry Baron, qui est chercheur CNRS et qui est responsable du projet interdisciplinaire de l'IDEX, donc Need for IoT, dont vous allez parler ce soir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Voilà, et il me reste à vous passer la parole à tous les deux, à vous laisser le plateau pour que vous nous montriez un petit peu de quoi il s'agit, quel est ce jeu, comment on y joue et quels sont ses objectifs. Et je m'éclipse pour vous laisser le champ libre. Ok, merci. Donc merci tout d'abord de nous avoir invités, Laetitia et moi, pour vous donner l'opportunité de présenter ce jeu qui a été conçu effectivement dans un projet que nous avons lancé en 2018 et qui a été financé par l'Université Grenoble-Alpes. Ce projet s'appelle Need for IoT. Donc, à l'époque, ce projet était un petit peu en avance de phase, un peu précurseur par rapport aux préoccupations majeures des acteurs du domaine de la microélectronique. Et puis, la crise sanitaire est passée par là et a révélé, en fait, et a mis en évidence le rôle crucial des technologies de l'information et de la communication dans notre société. Le rapport essentiel, notamment pour une continuité de service, au niveau du médical chez soi, pour l'activité des entreprises, etc. Et en fait, on voit que ces technologies de l'industrie de la microélectronique, ces technologies de la communication, finalement, se retrouvent dans tous les secteurs de notre vie quotidienne. Alors, comme on va parler d'objets connectés, la première chose à faire, c'est de définir ce qu'est un objet connecté. Donc, très simplement, on peut dire que c'est un objet, c'est tout type de produit qui va recueillir des informations, les transmettre dans le cloud, les stocker, les traiter. On retrouve donc, par exemple, les montres connectées, les vêtements intelligents, les frigos connectés, etc. Ce qui représente en fait une quantité gigantesque d'objets du quotidien. Alors, pour essayer de mieux comprendre ce qu'est un objet connecté, on a choisi, nous, de s'attarder un petit peu sur le smartphone, qui est en fait l'objet connecté le plus emblématique, et qui a, on peut dire, envahi le monde à partir des années 2000. Et maintenant, il y a des smartphones un petit peu partout, quoi. Donc, selon les chiffres du rapport Digital 2021, qui a été fait par Wear Social and Hootsuite, le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde a atteint 5,3 milliards en 2021, ce qui représente à peu près un petit peu moins de 67% de la population mondiale totale. Donc, en parallèle de ceci, nous assistons aussi à un phénomène, c'est une augmentation de la population mondiale qui atteint 7,8 milliards d'individus en 2021. Et l'ONU a fait une projection qui pourrait atteindre un nombre de personnes sur la planète de 8,5 milliards en 2030. En plus de ça, l'OCDE a aussi fait un rapport en 2019 et qui stipule que la proportion finalement de classe moyenne dans le monde augmente, donnant ainsi accès à ces technologies au plus grand nombre. Donc, dans la décennie qui vient et même après, il faut s'attendre à une augmentation forte de la production et de l'utilisation des objets connectés dans notre société et donc sur la planète. Ceci donne une prévision d'environ 350 milliards d'objets connectés en 2030. Donc, ce qui est vraiment énorme. Donc, ce qui va impliquer une grande quantité de données qui vont être recueillies, stockées, échangées et traitées. Donc, en termes d'impact, bien sûr, il y a des retombées très positives pour notre société et pour chacun d'entre nous.
Quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Par exemple, une meilleure gestion de l'énergie dans les bâtiments, un meilleur suivi médical à domicile, un accès à l'information en permanence, etc. Donc, ce développement a été permis aussi par le développement d'Internet, qui permet la dématérialisation de nombreuses procédures. Donc, on peut penser, petit trait d'humour, aux déclarations d'impôts qu'on fait sur Internet. Il n'y a plus de papier, maintenant c'est dématérialisé. Les bulletins de salaire, l'accès à la musique, à la vidéo. Bon, je voudrais revenir à ce point-là sur la définition de la dématérialisation. En fait, si on regarde le Larousse, la définition, c'est une action de transformer des supports d'information matériels en supports numériques. Or, les supports numériques sont tous sauf des supports virtuels. Ils sont tous basés sur du matériel, ce qu'on appelle, nous, le hardware. Donc, pour concevoir et produire ce hardware, eh bien, nous avons besoin de matériaux, d'eau, d'énergie, etc., d'humains. Et l'utilisation de ces objets a aussi un impact, notamment en termes d'énergie. Donc, si on se base sur un récent rapport d'EDF, qui a publié en ligne ces données, en septembre 2021, donc ceci permet maintenant on va mettre quelques chiffres sur l'utilisation et l'empreinte carbone du numérique, et en particulier lié à l'utilisation du streaming. Alors, en premier lieu, le streaming, c'est quoi? C'est la possibilité de lire en continu de la musique ou de la vidéo. Donc, on a tous en tête quelques plateformes bien connues de streaming, et la plateforme la plus populaire actuellement comptabilise plus de 200 millions d'abonnés au premier trimestre 2021. Côté musique, cette plateforme aussi compte plus de 300 millions d'utilisateurs pour écouter de la musique en direct. Donc, en plus de ça, on ajoute la crise sanitaire qui a exacerbé ce phénomène, puisqu'on était tous confinés, et donc de nombreuses personnes, finalement, se sont abonnées et ont pris l'habitude d'écouter de la musique en streaming ou de regarder des vidéos en streaming. Alors, il y a une enquête qui dirait aujourd'hui que notre temps d'écran récréatif a ainsi fortement augmenté pendant les périodes de confinement, et 24% des Français passeraient plus de 6 heures par jour sur un écran. Donc, ce qui alourdit considérablement aussi l'impact de l'utilisation de ces moyens de communication. Donc, aujourd'hui, l'empreinte carbone numérique représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Bon, c'est des chiffres qui sont à peu près admis. Et ceci représente davantage que l'impact du transport aérien avant la crise Covid, puisqu'il a beaucoup réduit depuis la crise sanitaire. Donc, la vidéo en ligne représente 60% de l'impact du numérique, donc 60% de ces 4%, et c'est sans compter sur l'impact de la musique en streaming. Donc, il y a un impact non négligeable, un impact carbone non négligeable du streaming, qui vient aussi de l'alimentation des data centers, où ces données sont stockées, collectées, conservées. Il faut refroidir ces data centers pour conserver les données du monde entier. Donc, c'est aussi l'impact lié à l'extraction des matériaux, puisque pour fabriquer un smartphone, par exemple, un objet connecté, il faut extraire des matériaux, comme pour faire des télés, des ordinateurs, des tablettes, etc. Ceci peut être consommateur d'énergie et éventuellement aussi générer des pollutions. Alors, Guillaume Pitron, dans son dernier livre, nous annonce qu'un téléphone portable, finalement, il ne pèse pas 150 grammes, mais selon son degré d'évolution, il peut peser entre 70 et 150 kilos, donc de matière extraite de la planète pour venir fabriquer ce smartphone. Donc, dans nos usages quotidiens, nous avons tendance de temps en temps à oublier que le streaming n'est pas en fait dématérialisé, il repose vraiment sur des infrastructures. Et le calcul du bilan carbone lié au streaming est aussi fortement impacté par ces infrastructures nécessaires pour le fonctionnement de ces plateformes. Donc, les équipements sont les ordinateurs, les smartphones, les téléconnectés, l'électricité, les data centers, et aussi tous les systèmes de réseau pour produire les connexions, et cela tourne 24 heures sur 24. Donc, dans le cadre de notre projet Need for IoT, et aussi des nombreux échanges que nous avons eus avec l'IRT, nous sommes en fait dit qu'il était important, aujourd'hui, très important même, de réaliser une base pédagogique pour expliquer au plus grand nombre que ces objets connectés sont tous sauf virtuels, et il est nécessaire maintenant d'informer les gens et de les sensibiliser finalement aux impacts potentiels que peuvent avoir ces objets. Et donc, c'est pour cela qu'on a souhaité concevoir un jeu sérieux et que Laetitia a travaillé dans le cadre de ce projet pour concevoir ce jeu mis à disposition de tous et qu'elle va vous présenter maintenant.
Donc Laetitia, je te laisse maintenant la parole. Merci Thierry. Oui, donc quand Thierry Baron et Thomas Ernst m'ont demandé en fait à la base le support pédagogique, c'était de créer un module pour doctorants multidisciplinaires. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que il y a plein de recherches là-dessus. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est pourquoi l'approche d'un jeu? Elle nous met dans un état de flow, qui est un état en fait qui nous fait utiliser notre créativité naturelle pour répondre à des défis. Et c'est, l'usage d'images, de dessins, de mise en situation, ça rend les défis plus clairs. Et c'est une des bases en fait du design thinking qui s'axe sur la curiosité, l'empathie et la flexibilité. Et puis ensuite, donc, qu'est-ce que c'est un jeu sérieux exactement? C'est un jeu qui n'a pas une base juste de divertissement. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est à combiner des stratégies, des connaissances, des structures d'apprentissage pour enseigner des compétences et des attitudes spécifiques. Voilà. Donc en fait, nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire, c'était de créer un jeu qui pouvait être utilisé par des personnes multidisciplinaires pour en fait favoriser l'émergence de l'intelligence collective. Donc c'était ça la base. Alors en quoi ce jeu est différent des offres actuelles? Alors moi, ça me fascine déjà de voir que ces derniers temps, il y a une émergence en fait complètement dingue de différents jeux. Je pense aux fresques du climat, aux fresques du numérique, aux fresques du textile, aux fresques de la biodiversité. Et en fait, c'était des jeux qui, il y a 2 ans, j'en avais pas la connaissance. Et elles se sont développées et elles sont absolument fantastiques parce que elles permettent en fait de faire un état de l'art sur la situation systémique d'une industrie donnée. Et donc l'idée de systémique, c'est parce qu'une personne ou une entreprise toute seule ne va jamais pouvoir en fait connaître avoir une vision globale. Avoir une vision globale sur une chaîne aussi complexe et aussi multiniveau. Alors, la différence entre ce jeu et par exemple les fresques du climat ou du numérique, c'est qu'il y a une base aussi d'état de l'art, mais il y a aussi une base que j'ai de l'agence Circulab qui en fait permet d'identifier des parties prenantes clés et en fait de bâtir une solution qui va être différente pour en fait chaque entreprise ou chaque public concerné. Donc chaque utilisateur finalement va construire sa propre histoire à partir du jeu. C'est un peu ça l'objectif. C'est ça. Et donc pour qui sont les jeux sérieux? Pour qui est ce jeu? En fait, il a une base assez large. Ça peut aller en fait d'un public complètement novice qui veut juste avoir des faits chiffrés sur cette industrie. Ensuite, le deuxième niveau un peu plus complexe, ça serait par exemple pour des licences, un niveau licence ou un niveau master. Et finalement, en fait, pour un public de doctorants ou d'experts en industrie qui, eux, ne vont pas se contenter de réponses noires ou blanches, mais qui vont en fait chercher à creuser, à approfondir des solutions pour enrichir en fait le débat. Donc voilà, et puis surtout pour devenir pionnier du changement et instaurer une vraie dynamique d'intelligence collective au sein de leurs équipes. Donc voilà. C'est un jeu aussi qui pourrait intéresser par exemple les collégiens, les lycéens, un grand nombre de publics différents. Hein. C'est ça que tu as développé vraiment ce jeu pour qu'il touche le plus grand nombre de personnes possible. C'est ça. Voilà. Alors moi maintenant je vais vous montrer en fait comment ce jeu fonctionne. Donc on a une base sur la base du smartphone. On a des séries de questions. Donc c'est des questions icebreaker. Donc celle-là, on ne va pas la poser parce que Thierry vient d'y répondre. Qu'est-ce qu'un objet connecté? Le jeu est développé en anglais et en français. Ah bon? Ouais, le jeu est développé en anglais et en français. Donc par exemple, et les questions sont de 1 à 6. C'est des questions qui sont donc on va dire plus faciles, comme par exemple, à votre avis, à quel âge
un être humain est exposé à un objet intégrant de l'électronique. Voilà. Et puis ensuite, on a des questions de niveau 2 qui sont donc un petit peu plus complexes. Combien d'objets connectés dispose un hôpital moderne? Et puis ensuite, on aura des questions, par exemple, beaucoup plus complexes auxquelles il n'y a pas de réponse actuellement, comme par exemple, existe-t-il des réglementations en vigueur concernant les ODD, les objectifs de développement durable et l'IoT? Voilà. Donc ça, c'est les questions brise-glace et évidemment libre aux facilitateurs de mélanger ces questions pour s'amuser tout simplement, parce que c'est aussi intéressant de voir que peut-être différents publics auront différentes réponses qui seront tout aussi riches. Ensuite, ce qu'on a, ce sont des sets de cartes. Donc, ce jeu, il est fait pour être joué avec 6 groupes de 4 à 10 personnes. Donc, en fait, dépendant des facilitateurs, on peut avoir jusqu'à 60 personnes qui peuvent faire le jeu en même temps. Évidemment, si on est sur des niveaux plus complexes, c'est mieux d'avoir plus de facilitateurs et peut-être même d'inviter des experts en entreprise. Voilà. Et donc, dans la première phase, les étudiants ou les participants sont invités à mettre en ordre les phases de ce qui s'appelle un cycle de vie. Donc, pour certaines personnes, ça a beaucoup de sens. Pour d'autres, en fait, ils découvrent. Donc, par exemple, là, on a la phase de peut-être design, la phase de design, la phase d'extraction des matières premières, la phase de manufacture, la phase de distribution, la phase d'usage et la phase de la fin du cycle de vie. Et puis ensuite, chaque groupe va être donné donc un set de cartes comme ça. Et ça, c'est des cartes impact. Donc, voici en fait, chaque carte est composée avec un petit dessin et puis une petite phrase. Il faut préciser que les dessins, c'est toi qui les as faits. C'est ça. Et ensuite, derrière, il y a une phrase en anglais et en français qui explique plus d'informations sur la carte donnée. Et dans le manuel, pour les facilitateurs, dans le manuel pour les facilitateurs, il y a le paragraphe entier, donc la fiche de pompe que vous pouvez utiliser. Et là, par exemple, là, c'était ce que Thierry nous expliquait, c'est que pour faire un microchip de 2 grammes, on a besoin de 32 kilos de matière, notamment beaucoup d'eau. Voilà, pour pouvoir en fait purifier les terres rares sortant. Alors ensuite, on aura des enjeux géopolitiques. Donc il faut décider, en fait, il faut faire corréler les cartes selon notre compréhension de où elles se situent sur la chaîne sur le cycle de vie. Ensuite, on aura par exemple la santé des mineurs. Donc là aussi, ça irait dans la phase d'extraction, voilà, et ainsi de suite. Donc ça fait que les groupes vont devoir associer les cartes impact à chaque étape et peut-être qu'il y aura des croisements, etc. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, oui, je peux préciser qu'il y a 6 sets de jeux, donc on peut jouer environ 60 personnes, c'est ce que tu disais. Voilà, entre 4 et 6 personnes. Donc on peut faire des groupes, à peu près 6 groupes de 10 personnes, donc pour des formations, des sensibilisations en entreprise, au collège. On peut monter jusqu'à 60 personnes qui vont travailler sur 6 tables à la fois. C'est ça. Sur les mêmes sujets, puis après échanger. Voilà. Donc ça peut toucher quand même rapidement beaucoup de monde. Et alors ensuite, j'ai choisi d'utiliser donc les canevas de l'agence Circulab. Et là, l'idée, c'est de pouvoir prendre les phases d'impact qui nous ont les plus interloqués, peut-être qui nous ont le plus surpris, et ensuite de les faire matcher sur cette chaîne de valeur. Alors cette fois-ci, c'est une chaîne de valeur, c'est pas un cycle de vie. Et je trouve ça très 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 intéressant parce que ça permet de voir qu'en fait ces catégories ne sont pas fixes. Donc là, on aura la phase de design, là on a la phase d'extraction de matière, la phase de manufacture, la phase de distribution, la phase d'usage. Mais ici,
la phase de réparabilité, sachant que si on instaurait un label réparé en France, on créerait tout de suite plus de 100 000 emplois. Une phase de logistique de retour et finalement, ça c'est la phase qu'est-ce qui vient après. Donc ce qui est très intéressant avec l'approche Circulab, c'est tout système a des limites. Donc il faut bien définir en fait les limites dans lesquelles on se place, comme par exemple la France. Ensuite, quelle idée on va avoir? Donc, est-ce qu'on travaille sur un smartphone? Est-ce qu'on travaille sur son écran, sur sa batterie, sur quels composants exactement? Et finalement, quelles sont les ressources sur lesquelles on va travailler pour être le plus précis possible? Et ensuite, les groupes vont venir placer leur carte d'impact. Et après avoir fait cet état de l'art assez établi, ils vont devoir prioriser ou plutôt converger sur un défi en commun auquel ils veulent répondre. Et ils vont le prioriser. Donc ça va être on va dire en créativité, on appelle ça la divergence et ensuite la convergence pour dire, bon ben voilà, nous on est une équipe, on va travailler sur ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'enrichir ce défi en regardant les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et dire, par exemple, sur lequel on va pouvoir travailler. Alors, évidemment, en microélectronique, il y en a deux qui sont les plus marqués. Ça serait le numéro 11 pour tout ce qui est industrie et infrastructure. Et puis, le numéro 12 qui touche à la consommation responsable. Voilà. Donc ça c'est le jeu et finalement ensuite on a d'autres canevas mais le canevas final c'est le circular canvas. Alors donc en gros c'est la même chose qu'un business model, mais moi ce que j'aime de cette approche, ayant fait une thèse sur les business models de l'open source hardware, donc j'en ai vu quelques-uns, ce que j'aime de cette approche c'est qu'en fait il y a à la fois, c'est à peu près les mêmes choses qu'un business model standard, par exemple de Osterwalder et Pigneur, mais il y a aussi une réflexion sur les impacts sociaux et environnementaux positifs ou négatifs. Donc, ça fait qu'ensuite, les étudiants vont venir et réfléchir, ou les managers en entreprise, etc., vont réfléchir à quel coût, quel revenu génère leur activité et en même temps, quels impacts cela crée. Voilà. Et donc, en fait, ça permet de vraiment... je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut changer dans le temps. On peut refaire cet exercice à différents moments et avoir différentes réponses. Mais ça permet en fait de cibler et de partir sur des bonnes bases. Donc aussi un avantage, je dirais, de ce projet dans le cadre du projet NEED avec la collaboration de l'IRT NanoElec, c'est forcément la communauté de chercheurs parce que c'est pour pouvoir en fait échanger, poser des questions, enrichir le débat et avancer. Voilà. Ok. Donc pour la suite de ce débat, donc moi je voulais simplement rappeler, donc ce jeu il a été développé, vous avez... on a une petite question là. Alors, que veut dire IoT? Ça veut dire Internet of Things, l'Internet des objets. Ouais. Et est-ce qu'on peut remplacer le loto des salles de fête? Pourquoi pas? Tout à fait. Ce serait une bonne idée. 60. On mettrait quoi, un smartphone au lot? Faut-il que l'équipe qui joue ait un projet en commun pour le faire en business model? Oui. En fait, oui. Tout l'exercice, c'est vraiment de partir d'un état de l'art où on prend connaissance ensemble des enjeux et ensuite on va converger sur un défi en commun et c'est ce défi qui va être ce projet en commun pour lequel on va bâtir le business model. Alors, combien de temps est-ce qu'il faut prévoir pour une séance de jeu? En fait, ce jeu, il est modulable. Ça veut dire que vous pouvez prendre que la partie impact, notamment pour le lycée ou le grand public, parce que c'est suffisant. Et ça, on peut le faire en 2 heures, 3 heures, et c'est déjà bien. Ça permet vraiment de lancer le débat, et c'est ludique, parce que qu'on soit d'accord, c'est pas un sujet très très fun en soi, mais quand on l'aborde sous forme de jeu, ça devient plus intéressant. Ensuite,
Pour des licences master, il faut prévoir à peu près 6 heures, 2 après-midi de 3 heures. Si on veut pouvoir creuser plus, ça prend plus de temps. Pour des doctorants, on peut même aller jusqu'à 15 heures, entre 6 et 15 heures en rajoutant par exemple des modules d'éco-conception, des choses comme ça. Et donc il est vraiment modulable et adaptable en fonction du public qu'on a finalement. Mais moi, c'est ça qui est intéressant dans le jeu. Je pense qu'en 6 heures, on a déjà des bonnes bases. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer le jeu? Donc, vous pouvez soit nous contacter, et on a des boîtes de jeux, et on peut vous les distribuer, soit il est disponible en ligne et vous pouvez vous l'imprimer vous-même. C'est ça. Donc, en fait, il est sous licence non commerciale, le jeu. Ça veut dire que en ligne, sur le site de Need for IoT, vous pouvez télécharger un kit, et puis ensuite, donc il faut se rapprocher de Thierry Baron. Vous nous contactez via l'IRT, via Giant, et on peut échanger et voir comment on peut vous faire passer une boîte de jeu et vous accompagner aussi dans le développement du jeu, parce qu'au début c'est pas facile, quoi. Faut quand même une petite formation. Bien sûr. Et moi je suis complètement à disposition pour accompagner les gens, des facilitations autour de ce jeu. Voilà. Alors ça répond à la question. Alors on évoque souvent le terme de sobriété. Est-ce que ça signifie limiter, voire réduire l'usage des objets connectés? Alors ça, c'est une thématique qu'on n'a pas vraiment abordée et on n'a pas encore discuté des solutions qu'on pourrait mettre pour limiter un petit peu l'impact de l'Internet des objets. Donc nous, dans le projet Need for IoT, qui a commencé en 2018, donc c'était un peu précurseur, on était plus sur concevoir des dispositifs qui consomment moins d'énergie ou des dispositifs aussi moins gourmands en matière. Donc on a regardé comment venir substituer, diminuer l'utilisation de certains matériaux ou substituer des matériaux critiques, et également comment faire des objets qui consomment moins d'énergie. Donc aujourd'hui, durant tout le projet, on a beaucoup évolué. C'est vrai que la sobriété, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé durant le projet, qu'on n'aborde pas forcément. Donc ça veut effectivement dire limiter l'usage des objets connectés, ou alors avoir des objets connectés, pour moi, qui consomment très peu et qui sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis aussi aller aussi vers justement la sensibilisation des utilisateurs. Donc les utilisateurs vont, par exemple, on a beaucoup parlé de streaming dans la première partie. Donc si vous regardez une vidéo en streaming avec une très haute définition sur un écran qui va faire 2 par 2 cm, donc, vous allez générer énormément d'échanges de données alors que vous n'avez pas besoin de générer ces données. Vous avez simplement besoin de regarder une vidéo à faible résolution. Donc, je dirais qu'on peut travailler sur aussi ces aspects-là, et notamment avec tous les fournisseurs de vidéos en ligne ou de musique en ligne, pour que, par exemple, il y ait des logiciels qui adaptent la résolution en fonction de l'équipement que vous utilisez. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais vous pouvez manuellement le faire. Les plateformes permettent d'aller manuellement sélectionner la résolution, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas forcément en automatique. Mais ça, on peut mettre en automatique. Donc, il y a plein de solutions comme ça qui pourraient permettre d'avancer. Donc, alors c'est limiter l'impact, je dirais, carbone, de l'empreinte carbone de l'Internet des objets. Il n'y a pas de solution unique ni évidente. Ce sera certainement une combinaison de plusieurs solutions qui seront mises en place, chacun à son échelle. Donc, dans le cadre de NIN, comme je le disais, on a beaucoup réfléchi. On a aussi créé un réseau européen sur cette question. Donc, principalement avec des partenaires qui se retrouvent dans le cadre de l'Université catholique de Louvain, donc l'UCL en Belgique, également le Fraunhofer à Berlin. Donc, on essaye de voir quelles solutions on pourrait mettre en place pour effectivement limiter l'impact. Et ce qu'on voit, c'est ce que tu disais, Laetitia, c'est qu'il faut commencer à travailler avec une vision ACV, un cycle de vie, travailler sur un cycle de vie, et ceci dès l'approche, dès la recherche que l'on va mener sur ces objets. Donc, il faut déjà avoir, dès la phase de recherche, une vision de ce que pourrait être le produit, donc comment on va le développer, comment il va être produit et quelle va être sa fin de vie. D'accord ?
Donc, je vois qu'il y a une autre question. On peut aussi prendre la question. Le rôle des utilisateurs consommateurs est donc clé, mais pas seulement. Bien sûr que le rôle des utilisateurs et consommateurs sera clé, et surtout leur attitude. Si on peut faire, par exemple, le parallèle avec le bio aujourd'hui dans l'alimentation. Donc, on voit que les gens veulent aller de plus en plus vers une alimentation plus saine, moins industrielle et plus bio. Et vous voyez, tous les supermarchés, etc., poussent vers des rayons bio qui sont de plus en plus grands, etc. Une consommation peut-être différente côté Internet des objets pour être intéressante. Donc, est-il possible et facile de quantifier son empreinte carbone? Alors ça, tu as une réponse? En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des sites Internet où vous allez passer entre 20 minutes et une demi-heure qui vont vous poser un certain nombre de questions sur vos pratiques de tous les jours et votre mode de vie. Et à la fin, ça va vous donner ça va quantifier à peu près votre empreinte carbone. Donc oui, je pense que c'est possible effectivement de quantifier aujourd'hui son empreinte carbone à peu près en utilisant ces sites Internet. Mais là, c'est pas seulement pour l'aspect Internet des objets. Ça va concerner les transports, l'alimentation, le mode de vie, etc. Donc oui, aujourd'hui, c'est possible. Donc en ce qui concerne les dispositifs Internet des objets, donc il y a plusieurs réflexions en cours, comme je vous le disais. Donc pour limiter l'impact, comme le disait Guillaume Pitron, on a besoin de 150 kilos quasiment, hein, c'est un chiffre estimé de matière pour fabriquer un smartphone. Hein. Donc on peut, parmi ces 150 kilos, on peut utiliser dans certains cas des matériaux qui sont dits critiques ou rares et donc qui vont nécessiter plus de matière pour venir l'extraire et le raffiner. Donc, si on limite l'utilisation de ces matériaux ou on les substitue, eh bien, on va commencer à limiter l'empreinte carbone de la phase de fabrication. Parce qu'en fait, selon les produits connectés qu'on utilise, on va les distinguer en fonction de leur empreinte pendant la fabrication ou pendant l'utilisation. Donc, il y a des produits qui vont, par exemple, être très consommateurs, qui vont avoir une forte empreinte pendant leur utilisation. Ça, c'est tout ce qui est les data centers, par exemple. Il y a des produits qui vont avoir une empreinte beaucoup plus faible pendant l'utilisation et une empreinte forte pendant la production. Par exemple, un smartphone ou autre, l'impact de la production peut être non négligeable. 80% de son empreinte carbone. Voilà. Donc, vous voyez, les chiffres sont quand même importants. Donc, en faisant ça, on peut aussi limiter l'impact carbone de la fabrication et de la production de ces objets. Donc, ça, c'est important. On peut aussi développer, par exemple, des objets électroniques qui soient moins consommateurs en énergie. Donc, forcément, leur utilisation va être moins impactante. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est penser à la fin de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'abordait pas forcément dans le projet, mais à force de réfléchir, notamment avec le jeu, en discutant avec tous les collègues interdisciplinaires. Alors, donc, on avait des gens des sciences humaines et sociales, des gens en plus sciences un peu plus dures, sciences physiques, etc. Donc, on a brassé pas mal d'idées. Et des idées peuvent être, par exemple, un impact important serait d'augmenter la durée de vie des objets. Je sais pas si tu as des chiffres en tête, Laetitia, mais je crois que si on passait un smartphone, grosso modo, sa durée de vie, c'est 2 ans. 2 ans. En fait, c'est bâti sur un business model de 2 ans. Voilà. Et donc, si on basait ça sur un business model de 4 ou 5 ans, on réduirait considérablement l'impact de ces objets. Donc, on a une question. Quand on prend l'avion, le train, on a le budget carbone qui est indiqué. Quand on achète, on n'a pas la même information. Alors, ça, c'est une très bonne remarque et c'est ce qu'on voulait mettre en place aussi dans le projet, c'est-à-dire un genre de label. Donc, comme quand vous achetez un frigo, vous allez savoir s'il est A++, A+, B, C, D, et on va avoir un petit peu un impact sur sa consommation énergétique. Donc, c'est une très bonne idée, mais c'est pas forcément très simple à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas, mais ça pourrait exister dans l'avenir. C'est parce qu'il faut avoir une bonne vision de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement. Donc, qui va effectivement de l'extraction des minerais jusqu'à la fabrication et l'assemblage des composants et également
les composants venant du monde entier. Donc, il faudrait avoir une traçabilité sur chaque composant dans les objets. Et ça, c'est pas facile à faire. Il faut le faire. Il faudrait faire cette cartographie et cet effort pour être capable de dire, tel équipement, il va avoir telle empreinte quant à son utilisation et sa fabrication. Mais c'est pas super simple à faire. Alors ensuite, la question de la performance technologique est sans doute cruciale dans ces questions de sobriété. Oui. Alors ça, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs, en fait, veulent des objets de plus en plus performants. Alors, j'avais lu un article, malheureusement, j'ai pas les références ici, mais ce qu'on veut, c'est quand on va sur Internet, on va avoir la réponse dans la milliseconde. Par exemple, on a une requête Internet, on veut une réponse dans la milliseconde. Si on acceptait d'avoir une réponse dans 1 seconde, déjà, on baisserait considérablement notre impact. Donc, la performance, effectivement, technologique aujourd'hui, est-ce qu'on utilise toutes les fonctions de nos smartphones, etc. C'est une question intéressante parce que les gens se sont penchés aussi sur les différentes générations, par exemple, de téléphones. Je ne vais pas citer de marque. Mais en fait, ce qui rend souvent obsolète un équipement, c'est les logiciels et les mises à jour des logiciels qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus gourmands en performance. Alors, si on prenait un smartphone produit dans les années 2005, par exemple, et qu'on lui mettait son logiciel d'origine, aujourd'hui, il fonctionnerait. Ça, des tests ont été faits. Donc, ils sont rendus obsolètes, finalement, avec tous ces upgrades. Ouais, et ça, c'est intéressant parce que ça rejoint la thèse d'un livre qui s'appelle Le bug humain, qui parle en fait des désirs naturels chez l'humain, qui sont en gros la nourriture, le sexe, le besoin de l'information, le besoin du moindre effort. Et j'oublie le dernier, mais que l'argument, c'est qu'en fait, ces technologies numériques, elles accélèrent nos désirs en causant toujours d'autres. Ouais. Donc, on est dans une logique du plus sans cesse, quoi. On n'est jamais satisfait, quoi. Et puis c'est pour ça qu'aussi maintenant on est pratiquement dans un marché de l'attention parce que les marques qui comprennent ces différents désirs et qui savent les stimuler chez les consommateurs jouent sur ça, et ce qui fait qu'en fait on est surstimulé et notre attention est absolument réduite. Alors, ne peut-on pas travailler aussi sur le contrôle du transfert de ces données d'origine IoT sur 2 axes? Rapprocher le stockage de ces données de l'utilisateur. Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, là, pour les plus initiés, on parle de cloud, on parle des objets. Et entre le cloud et les objets, on pourrait effectivement avoir ce qu'on appelle de l'edge computing, c'est-à-dire rapprocher les lieux de traitement et de stockage des données des capteurs où ces données sont finalement acquises. Donc, ce qui permettrait de filtrer aujourd'hui, toutes les données sont envoyées dans les data centers. On pourrait insérer une couche de filtre pour ne donner que des données utiles et stocker ces données utiles dans les data centers. De la même façon, on pourrait aussi éliminer les données qui ne sont pas utilisées. Je crois que j'avais lu aussi un article qui disait que 95% des données stockées dans les data centers ne sont pas utilisées. C'est ce qu'on appelle les dark data. Et en éliminant ces dark data, déjà, on améliorerait ou on solliciterait beaucoup moins les data centers. Donc, tout à fait, vous avez raison. Et puis, il y a une autre question, je te laisse peut-être la lire, elle est peut-être pour toi, celle-là. Attends, juste parce qu'ensuite, l'autre partie de la question, c'était améliorer le contrôle. Donc, comme suggestion, il faudrait améliorer le contrôle du transfert de ces données et donc de leur exploitation par l'utilisateur lui-même pour sécuriser leur utilisation. Ouais. D'accord. Alors ensuite, la performance engendre l'effet rebond des usages et au final, notre empreinte carbone augmente. Oui. Ou comment ne pas être dans la course de désir, donner d'autres repères de bonheur. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je vous invite à lire le livre, là, Le bug humain, parce que je pense qu'il amorce quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Voilà, donc celle-là, on l'a lu. On l'a lu déjà. Et c'est l'autre sur l'automobile. Non, il y avait une autre question qu'on n'a pas, sur l'automobile qu'on n'a pas vue, mais qui est très pertinente. Hein. Parce que je crois que le PDG d'Intel a fait une annonce et a dit qu'en fait, les voitures
Maintenant, ça allait être dans les 10 années qui viennent des ordinateurs avec 4 roues. Donc, si vous voulez, il va y avoir énormément d'électronique dans les voitures puisqu'on va vers l'électrification. Hein. Et effectivement, moi, je voulais aussi relier la transition numérique à la transition énergétique, puisque selon le mix énergétique des pays, on va avoir un impact complètement différent. Donc, le problème, c'est que nous allons vers une augmentation de l'utilisation d'Internet, c'est clair. Toutes les télévisions sont connectées, les voitures. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur l'augmentation des performances tout en réduisant la consommation énergétique de tous les composants qu'on utilise. Ça, c'est vraiment un point clé si on veut pouvoir contrôler finalement l'impact de tous ces objets. Ensuite, on a une autre question sur est-ce que le jeu aborde justement ces aspects de création de besoins de plus impactants et de la question de la sobriété. Ben moi, je dirais que ça reste à la discrétion du facilitateur. Ça, c'est un peu tout un chantier. J'ai essayé de former plusieurs personnes là, et puis en participant donc à la fresque du textile et la fresque du numérique, en fait, je glane quelques informations et je travaille sur une V2 du jeu. Qui aborderait en fait des outils puissants pour débloquer des motivations autour de la fixation d'objectifs. Et en fait, là, tout de suite, là, comme ça, eh ben, on touche à ces désirs. Et j'essaye parce que ça m'a beaucoup intéressée. Donc, quel est un désir humain et comment est-ce qu'on le débloque pour en fait engager une consommation plus pérenne. Personnellement, moi, c'est ce que j'aborde dans ma V2. Tu l'as pas testé sur un groupe d'étudiants, hein, je l'ai testé sur le groupe d'étudiants de Sim Nanotech. Voilà. Mais je trouve que c'est très, 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 très intéressant. Et c'est justement, en fait, c'est la richesse, pas de l'analyse du cycle de vie, mais de la chaîne de valeur. Parce qu'en fait, tout de suite, même en faisant le jeu, on s'est rendu compte que il y avait plein d'experts en neurosciences qu'il faudrait inviter aussi et qui sont aussi en train de travailler sur ces questions-là, quoi. Ouais. Voilà. Alors, la notion de chaîne de valeur est réellement clé dans la compréhension des enjeux IoT pour avoir cette approche systémique et globale, absolument. Ouais. Je veux bien être bêta-testeuse, donc tu vois, tu as déjà une bêta-testeuse. Alors, une bêta-testeuse, eh ben, parfait, super. Donc, comment est-ce qu'on laisse nos emails à la fin ou... De toute façon, il y a des possibilités de connecter Giant ou François. Tu as côté IRT, c'est possible de passer par vous et puis d'établir des connexions. Voilà. C'est donc quelle phase du cycle de vie pour le smartphone est la plus impactante? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, ce que disait Laetitia, la production est assez impactante. Ouais, c'est manufacture et extraction de matière, en fait. Mais en gros, c'est la phase design. Mais il faudrait, pour limiter son impact, il faudrait arriver à augmenter sa durée de vie finalement. Si on passait à 3 ou 4 ans, au lieu de changer tous les 18 mois, à une époque c'était tous les 18 mois, peut-être maintenant c'est 2 ans. Et puis il y a aujourd'hui un marché de l'occasion qui est en train de monter en puissance, donc qui permet d'avoir une deuxième vie. Donc la réutilisation de ces objets, soit en tant que smartphone, soit de pouvoir les démonter et puis éventuellement utiliser un processeur ou une mémoire dans d'autres applications qui seraient moins gourmandes. Et juste comme ça, parce qu'on en parlait, mais il y a à peu près 54 milliards de dollars de gisements de ressources en fait dans les déchets électroniques existants. Donc ça serait très intéressant de pouvoir soit travailler sur des substitutions de matière ou soit de pouvoir améliorer notre capacité de les récupérer, chose qui est minime actuellement, de l'ordre de moins de 16%. Ouais. Ça, on n'en a pas encore parlé du recyclage. En fait, c'est vrai qu'un smartphone, on l'a dit, c'est très léger, ça fait 150 grammes et les autres objets, Internet des objets, sont un peu disséminés un peu partout dans les bâtiments et autres. Donc les récupérer, c'est déjà mettre en place toute une chaîne logistique. Et une fois qu'on a ces objets-là, eh bien, il faut récupérer les matériaux à l'intérieur. Donc, quand on broie, je crois, un smartphone, la valeur totale qui est contenue dedans, c'est environ 1,44 $, je l'avais dit dans mon document. C'est tout petit, hein, c'est ridicule. Et en fait, la plus grande valeur, c'est surtout l'or qu'on va récupérer et le cobalt. Donc, puisque je crois que l'or et le cobalt, c'est environ 70%
de la valeur des résidus. Donc aujourd'hui, Deux deux dernières questions. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est économiquement viable de récupérer l'or, mais les autres sont un peu plus difficiles. Alors, sait-on quelle phase ça c'était? Oui, ça c'est bon. Alors pour faire jouer les jeunes des collèges, lycées, comment envisagez-vous de déployer le jeu avec des ambassadeurs dans des établissements? Ouais. Eh bien, s'il vous plaît, rapprochez-vous de nous, parce que justement, il y a 300 en France, il y a 300 professeurs dans les lycées qui travaillent en informatique, et l'idée c'est de leur faire en fait une formation générale à eux. Donc ce serait très intéressant de faire ça. Et puis comme on a aussi des boîtes qu'on peut donner à cet effet. Ouais. Donc nous on est là, ce jeu on veut le diffuser le plus largement possible, hein, c'est l'objectif. Hein. Et donc n'hésitez pas à nous contacter, soit directement, soit via François qui doit mettre quelque part son mail là-haut, vous le voyez. Donc vous contactez directement François qui vous redirigera vers nous, et puis on vous mettra, on pourra comme ceci vous communiquer une boîte et vous mettre en relation avec Laetitia pour être formé, pour pouvoir être capable d'animer la réflexion autour de ce jeu. C'est ça, mais en tout cas particulièrement pour les lycées, oui, on va mettre en place ça parce que c'est en fait la réponse des lycéens était surprenante, ils étaient ravis d'utiliser ce support. Montre la notice peut-être. La notice, ouais. Puis vous. Ouais. Alors ça c'est la notice, c'est le guide d'utilisation pour les facilitateurs du jeu, qui est aussi en anglais et en français, et qui a donc des petites qui expliquent tout le déroulement du jeu, et qui explique aussi toutes les cartes, et aussi avec les références, parce que donc comme ça c'était quelque part une V1 et que il y a beaucoup de mouvements avec les fresques du climat. Ensuite après un jeu c'est bien d'envoyer en fait toute une liste de recommandations de documentaires à voir, etc., pour juste enrichir le débat et puis déployer l'impact. Voilà. Très bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous, merci. Merci bonne beaucoup soirée pour votre écoute. Et bon week-end.